le piège du faux self, c'est que tu as un seul masque pour jouer, pour jouer ta vie. Et tu peux pas faire ça. Tu peux pas jouer toutes les situations d'une vie avec un seul visage. C'est pas possible. Et le but du jeu, c'est de retrouver ton droit à la variation, ton droit à la métamorphose. Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Marie-Anna Morand, coach, consultante RH, accompagnatrice du changement, formatrice, auteure, superviseur, conférencière, spécialiste de la douance, poète à ses heures, femme, mais également surdouée. Bonsoir Marie-Anna Morand et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Mathieu, merci de m'avoir invité. Avec plaisir, j'ai cité beaucoup de casquettes, d'étiquettes, ce qui à mon sens met directement en avant le fait que tu n'es pas résumable à l'une d'entre elles et c'est une très bonne nouvelle. J'aimerais également présenter Gaëtan qui va être à la régie durant toute l'émission et qui va venir à la fin pour nous livrer son point de vue subjectif. Je vais passer donc à ma première question qui est double. Selon toi, est-ce que tu fais partie des extraterrestres assumés et donc des extraterrestres devenus humains ? Et petite question subsidiaire, si oui, comment tu nous décrirais cet extraterrestre ? Alors, je pense effectivement avoir fait partie des extraterrestres. Je me suis sentie profondément étrangère au monde et parfaitement déconnectée de la relation à l'autre. Et aujourd'hui, non seulement j'ai réussi à assumer mon étrangeté, mais j'ai réussi à la mettre au service du collectif. Et je pense que c'est ce qui permet de dire que on a réhumanisé son extraterrestre. Il s'agit pas de gommer sa bizarrerie, mais de la transformer en compétence utile au monde. Et je pense avoir réussi à faire ça. Ça a été particulièrement long, particulièrement laborieux, mais je pense pas non plus que ce soit terminé, mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir bien entamé ce chemin-là. Et à quoi ressemblait mon extraterrestre, je vais essayer de le décrire. C'était une sorte de petit singe savant, obsédé par le savoir et qui ne pouvait exister qu'en sachant à peu près tout. Et qui n'avait aucun autre moyen de connecter avec le reste du monde que celui-là, c'est-à-dire être le sachant autant que possible et avoir cette forme cette forme de relation-là qui est d'être celui qui sait. Et donc c'est extrêmement agaçant pour plein de gens et surtout ça devient à un moment donné une place parfaitement aliénante d'où on peut pas sortir et c'est chargé d'illusions et de comment dire. Et en fait, ça dénote un certain rapport au savoir qui implique que l'information devient une brique et donc un paquet de briques empilées et ça crée des murs entre l'autre et soi. Et moi, j'avais un extraterrestre qui était bien caché derrière des tas de briques de savoir. Voilà. Je sais pas si c'est clair comme Si, c'est super comme clair. définition. Okay. C'est très clair et puis c'est très parlant parce que je pense que avec le haut potentiel dont on va parler aussi ce soir, c'est quand même quelque chose qui vient régulièrement avec ses prédispositions à l'apprentissage et à la curiosité. Il y a forcément à l'intérieur de chaque haut potentiel quelqu'un qui a envie de tout savoir, de tout maîtriser et surtout une position d'observateur très fin. Et du coup, ça peut être enfermant en fait de rester dans cette posture-là. Et donc du coup, je me posais la question de cette extraterrestre que tu nous décris. Quel regard tu poses sur elle aujourd'hui, sur celle que tu étais au départ et qui a ressenti ce décalage et cette soif d'apprentissage? Est-ce qu'elle fait toujours partie de toi, de ton quotidien, ou est-ce que c'est devenu persona non grata à l'intérieur de ton système? Elle est toujours là, sauf que
elle a utilisé ça de telle sorte que ça devienne utile et fructueux et que ça ne soit plus aliénant. C'est-à-dire que avant c'était le seul et unique masque disponible, donc ça devient un faux self, c'est-à-dire un personnage creux, factice, inhabité et qu'on habite qu'on habite pas, qu'on utilise pour donner le change et pour avoir un semblant de reliance à l'autre. Et aujourd'hui, je l'ai transformé en ressource et c'est devenu un masque au milieu des autres. C'est-à-dire que je peux toujours jouer le sachant, puisque c'est aussi mon boulot d'être formatrice. C'est pas pour rien, hein, si ça a été mon premier boulot, hein, c'était l'aboutissement d'années de crispation, de faux self et de lecture. Et en même temps, aujourd'hui, c'est devenu une ressource et l'un des personnages avec lequel je me sens le plus à l'aise. Et le but du jeu, c'est pas de renier son extraterrestre, c'est d'en faire une posture au milieu d'un tas d'autres. Et puis quand celle-là est pertinente, eh ben on peut jouer avec. Et aujourd'hui, j'arrive à Ok. jouer avec. Bah super, on rentre dans le vif du sujet directement, c'est très Mmh. appréciable. Et donc je me demandais, justement, quand tu regardes cet extraterrestre que tu étais, avec cet unique masque à sa portée, quelle était sa plus grande difficulté au fond? Pourquoi elle avait besoin de ce masque-là? Ce masque-là était utile pour deux raisons. Premièrement, parce que je ne comprenais strictement rien à ce qui se passait autour de moi. Et du coup, j'avais besoin de me nourrir de savoir, de lecture, de logos, de raisonnement, de concepts, parce que c'était ma façon de poser du sens sur ce qui se passait. Et le fait de ne pas comprendre et de ne pas savoir me donnait le sentiment d'être extrêmement en danger, extrêmement vulnérable. Et plus je savais de choses, plus je me sentais armée et protégée. Donc c'est un mur de savoir. Ça peut devenir un mur quand on se sert du savoir comme des briques et puis on les empile les unes sur les autres et on peut faire de jolis murs, de jolies forteresses. C'est aussi une arme et on peut aussi apprendre derrière à en faire un pont et plein de leviers qui permettent de se relier à l'autre. Mais à cette époque-là, pour moi, le savoir c'était des murs et des armes. Et donc j'en avais besoin parce que je me sentais extrêmement en danger, extrêmement menacée et je ne comprenais pas. Je ne comprenais rien de ce qui se passait autour de moi, absolument rien. C'est extrêmement Mmh. anxiogène. Et donc quel regard je porte dessus? Bah, euh, franchement, je suis très en colère. En vérité, je suis très en colère de me dire que on peut traverser toute une scolarité avec aucun moyen d'avoir un regard critique sur son rapport au savoir. Ce que je veux dire, c'est que ma posture d'hyper sachante a été extrêmement valorisée par tout le système scolaire et en fait, euh, ils ont sous couvert de valorisation, en fait, ils m'ont enfermé, ils ont contribué à m'enfermer là-dedans. Et je n'avais pas le droit d'être autre chose que ça. Et donc ça me met en colère parce que maintenant que j'ai été formée en sciences de l'éducation et que je vois à quel point éduquer, c'est pas seulement instruire et et gaver les élèves de savoir, eh ben j'ai l'impression que j'ai cruellement manqué d'accompagnement. Voilà. Et je trouve ça dommage. Et je suis devenue accompagnatrice justement parce que c'était c'était une porte de sortie pour échapper à la figure de l'hypersachant. Mmh. Et c'était une Et façon de comprendre que être éduqué, c'est pas seulement être instruit, et devenir un humain, et c'est pas seulement accumuler du savoir pour se défendre contre le monde. Voilà, on pouvait faire autre chose du savoir. Voilà. ben, ouais, super intéressant. Ce qui me vient quand tu me partages ça, c'est drôle parce que on pourrait penser que le savoir, amène au contact, amène, à la rencontre et toi tu décris Mmh. ça comme finalement quelque chose qui t'a piégé dans une distance, par rapport aux autres personnes. Qu'en fait, c'était une protection et c'est Oui. vrai qu'on a tendance, bah, je sais pas, quand on fait pas partie des élèves les plus en forme au niveau scolaire, on a tendance à envier justement heu, l'efficience de ceux qui vont être en tête de peloton, en se disant qu'ils ont compris comment rencontrer le monde et toi, ce que tu nous témoignes, c'est presque l'inverse. C'est dire,
en étant hyper conforme, en fait, tu as perdu ton lien au monde. Et alors que finalement, l'école, elle est faite pour nous préparer à cette entrée dans le monde, logiquement. Et je comprends ta colère, qui est vraiment un élément que je voulais en plus aborder avec toi, la colère. Du coup, qu'est-ce que tu aurais à nous dire de Mhm. la colère chez toi? Chez moi, ouf, ça a été. J'ai été extrêmement en colère de ne rien comprendre. Et donc, cette colère, je l'ai transformée en soif de savoir, en rage de comprendre. J'ai lu tout ce que j'ai pu, j'ai relié les informations dans tous les sens, et j'ai mis des années à trouver des vraies réponses. Et je, comment dire, il y a une phrase que je trouve très intéressante, c'est une phrase d'une prof de sciences de l'éduc qui s'appelle Actuel et qui dit que ce ne sont pas les savoirs en eux-mêmes qui sont ou non émancipateurs, c'est la façon dont on se positionne par rapport à eux et ce qu'on en fait. Eh bien, les très très bons élèves, certains ont un rapport au savoir qui permet d'être émancipés, et plus ils apprennent, plus ça les rend créateurs de quelque chose. Et c'est génial d'avoir ce rapport-là au savoir. Mais on peut très bien être un très bon élève, bien scolaire, bien performant, bien conforme, et être en réalité dans une situation d'aliénation très élevée. Et c'est pour ça que cette phrase est importante, c'est que la quantité de savoir ne permet pas l'émancipation. C'est pas la quantité de savoir. Et c'est pour ça d'ailleurs que énormément de gens ont plein de diplômes, plein de connaissances et ne sont pas capables de créer quelque chose. Et ils se sentent extrêmement entravés par ça et on leur reproche de pas passer à l'action. En fait, c'est pas un problème de non passage à l'action, c'est un problème de rapport au savoir. C'est-à-dire comment tu transformes le savoir qui est le tien, quelle que soit la quantité, en quelque chose qui t'appartient et en projet habité. Et donc le rapport au savoir que tu vas qui se travaille, hein, on n'est pas obligé de rester coincé dans celui qu'on a, va être plus important, je pense, que la quantité, que la capacité à apprendre. Et c'est ce qui fait, je pense, que certains HP vont être extrêmement habités par le savoir de façon dynamique, de façon saine, et vont être créateurs de plein de choses. Et d'autres savent beaucoup et se sentent extrêmement entravés par ça. C'est pas la quantité de savoir, c'est pas le désir d'apprendre, c'est vraiment la façon dont on se positionne face à l'information qui change. Ok. Ouais, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens. C'est vrai qu'on s'occupe rarement des bons élèves dans les messages qu'on adresse. On va surtout prendre en considération ceux qui dysfonctionnent et qui se sont exclus du système, mais ceux qui sont trop inclus, il y a une porosité trop grande en fait dans ce que tu dis, si je traduis bien. Il y a une porosité trop grande entre leur personne, leur identité et la conformité avec l'institution et comment dire les codes sociaux, les attentes en fait, les attentes sociétales Ouais. peut-être. C'est tant que en tant que gamin qui correspond bien à la demande élitiste scolaire, euh, tant que tu as des bonnes notes et que tu fais pas de bruit, personne s'intéresse à toi. Et donc tu peux vivre un enfer sans nom et ça passe complètement inaperçu. Je comprends après, hein, ils sont pas forcément formés pour repérer ce genre de choses, mais je demande pas, je m'attends pas à ce que les profs soient formés en psycho. En revanche, je trouve ça incroyable que ce que j'ai pu apprendre en sciences de l'éducation et notamment au sujet de l'accompagnement et au sujet du rapport au savoir, ça ne soit pas ou très peu transmis. Et chaque fois que j'en parle à des amis à moi qui sont profs, ils n'en ont jamais entendu parler. Et je trouve ça consternant. Et oui, ça me met en colère. Et en fait, Okay. j'ai pas bien répondu à ta question tout à l'heure. Tu m'as demandé quel était mon rapport à la colère. Eh ben, ma colère, euh, c'est la manifestation du fait que je me sentais extrêmement aliénée et que j'avais que des murs autour de moi et que je ne savais pas du tout comment faire pour sortir de ça. Et quand tu es extrêmement comment dire, quand tu désires ardemment t'émanciper et qu'il n'y a aucune faille dans les murs qui sont autour de toi, eh ben ça génère une rage. Moi, j'avais une rage intense et je m'en suis servi aussi bien que j'ai pu pour faire exploser les murs et pour récupérer les briques et les transformer en autre chose. Voilà. Donc la colère, c'est la manifestation, pour moi, hein,
de la rage, c'est la rage et le désir d'émancipation qui ne sait pas comment s'exprimer. Voilà. Ok, super. Ouais, très fort comme témoignage. On sent que vraiment c'est toujours vivant en toi et que ça peut continuer d'être ton carburant, cette colère passée. Ouais. Est-ce que d'ailleurs ta colère, elle est uniquement passée? Est-ce que cette colère que tu cites, elle vient uniquement de cette période où tu as été dans l'incompréhension et dans la conformité? Ou est-ce que tu as une colère plus actuelle qui n'est pas nourrie par celle d'antan? Est-ce que j'ai une colère plus actuelle? Non, je crois pas. J'ai d'autres colères parce que je me suis sentie aliénée pour d'autres raisons que celle-là. Et, euh, et chacune a pu nourrir ma colère et je m'en suis servie pour essayer de m'émanciper et pour construire. Aujourd'hui, je suis en train de passer de l'énergie de la colère à autre chose. C'est-à-dire que quand je vais pas dire quand t'as fini de t'émanciper parce que t'as jamais fini de t'émanciper, mais quand tu commences à être à ta place et à pouvoir utiliser ton énergie pour construire des choses, si tu construis que avec l'énergie de la colère, c'est épuisant. C'est-à-dire que l'énergie de la colère, c'est une énergie guerrière. Donc pour défoncer les murs, c'est bien. Pour construire, c'est moins bien. C'est pas une énergie qui fonctionne. Donc j'essaie d'alimenter mon énergie autrement que par ça, avec euh, avec une énergie plus vivante, plus joyeuse, quelque chose qui relève de la construction, de la création et de l'enthousiasme. Parce que sur la durée, je pense pas qu'on puisse construire quelque chose de beau et de signifiant en étant tout le temps en colère et en voulant toujours défoncer des murs qui ne sont plus là. Voilà. Ok. Ouais, ouais, on sent que euh, cette colère que tu as connue, elle était très forte et encore aujourd'hui, tu peux avoir besoin de la contacter, mais il y a comme un changement qui s'opère dans ce que tu me dis, un changement qui s'opère vers la construction. Ça y est, les murs sont suffisamment pétés pour passer à une énergie plus joyeuse et plus peut-être plus douce. Est-ce que ce mot de Oui, douceur, bien il sûr. te... Ouais, ok, super. Oui, Euh, heureusement, heureusement. J'ai une question qui sort un petit peu de ce thème de la colère, pour dire que Mhm. donc dans ton travail, qui est en plus qui a l'air très varié en fait, c'est difficile de mettre un mot quand on dit coach, on n'a rien dit finalement. Il y a énormément de cordes à ton arc, j'ai l'impression, et il y a énormément de savoir justement. Aujourd'hui, ce savoir, il est au service de cette nouvelle énergie qui s'en vient, et ça doit être réjouissant à fond pour toi. Donc la question que je voulais te poser, c'est en fait dans ton travail comme dans le mien, il me semble que le cœur, c'est d'accueillir les êtres humains inconditionnellement. Est-ce que de ton point de vue, les changements sont plus issus de la reconnaissance et de la rencontre au sens noble du terme que de la volonté? Je pense que la rencontre est fondamentale et que je suis pas une grande fan moi de la culture de la volonté et de la motivation. Enfin, je crois pas. C'est hors champ de ma pratique. Voilà. Je laisse ça aux coachs dont c'est la particularité, qui sont dans le guidage, qui sont dans l'atteinte des objectifs. C'est pas mon truc. Moi, je fais de l'accompagnement. Je suis pas dans le guidage. Je suis à côté des gens qui marchent. Je suis pas en train de leur dire il faut aller par là. Voilà. Donc je pense, en tout cas quand j'ai commencé à travailler, je travaillais beaucoup avec des publics HP, en tout cas qui venaient avec cet enjeu-là au centre. Aujourd'hui, j'ai encore des publics HP, mais ils viennent pour d'autres raisons. Et ce qui créait vraiment le début du changement, c'était le moment où ils se sentaient enfin compris. C'est-à-dire que le retour que je pouvais apporter leur donnait le sentiment d'avoir été entendus dans leur singularité. Donc, je ne sais pas si c'est ça que tu appelles l'accueil inconditionnel. Euh, Ces publics-là, quand ils arrivaient, avaient un sentiment intense de n'être jamais vraiment compris. C'est-à-dire que quand ils parlaient de leurs problèmes, de ce qu'ils vivaient, quoi que ce soit, ils avaient toujours l'impression que ce qu'on leur répondait, ça tombait un peu à côté. C'est-à-dire que c'était jamais, ça ne faisait jamais écho. C'est-à-dire que, tu vois, Lévinas parle de l'épiphanie du visage de l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es face au visage de l'autre et tu sens l'humanité de l'autre qui résonne en toi. Voilà. Et ben, quand on arrivait
à vivre ça, eh ben c'était le début du changement. C'est-à-dire que le fait de pouvoir sentir que tu peux te relier à l'humanité de l'autre permettait à ces personnes-là comment dire, de se réaffirmer comme des humains. Et pour changer, pour grandir, grandir au sens éducatif du terme, c'est-à-dire devenir un homme avec un grand H, pour pouvoir vivre ce processus-là, tu as besoin d'appartenir à l'humanité. Si tu n'as pas l'impression d'en faire partie, si tu ne te sens jamais touché par la parole de l'autre, ben, tu peux pas, en fait. Et voilà. Et je pense effectivement que c'est cette rencontre-là qui fait que le changement peut s'amorcer. Ok. Et oui, effectivement, tu décris avec d'autres mots, mais très précisément ce que j'avais en tête. C'est-à-dire que j'étais sur Mmh. l'accueil inconditionnel, en fait, comme acceptation de la subjectivité totale de l'autre, et donc Mmh. de pouvoir l'accueillir dans cette subjectivité en se laissant toucher par l'humanité qui est la sienne, et en disant ce que je reçois de cette humanité, c'est moi. Donc en fait, c'est Oui. être distincte et pas être distant. C'est Mmh. Tout à c'est fait. à peu près ça. Donc justement, on en arrive à la notion d'altérité, c'est bien fait, on dirait que les questions sont dans le bon ordre. Euh, du coup, non, mais la notion d'altérité, pour moi, elle est centrale dans le projet que j'ai eu en voulant mettre en place ces invitations, ces rendez-vous avec des invités divers et variés. Et je suis vraiment content que tu sois là avec nous ce soir pour échanger autour de ça. Et l'altérité, vraiment, c'est très important, je trouve, parce que finalement, on a l'impression qu'on sait tous ce que c'est. Et moi, j'ai passé plusieurs étapes sur ce terme-là, plusieurs prises de conscience successives qui rendent l'autre de plus en plus autonome par rapport à moi, Mmh. et qui me rendent moi de plus en plus autonome, et donc de moins en moins mélangé avec l'autre, et sans en résulte quelque chose de l'ordre de la grâce, moi je trouve, puisqu'on peut laisser l'autre être lui-même sans être menacé par le fait qu'il se comporte d'une façon ou d'une autre. On peut savoir si c'est Mmh. OK pour nous. En fait, c'est ça un peu le distinguo que je ferais. Mais est-ce qu'avec tes mots, tu Mmh. pourrais nous parler de cette notion d'altérité et comment toi, tu as pu la penser à différents stades de ta vie? Hem, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que signifiait l'altérité et j'ai fini par le comprendre quand j'ai fait mon master de sciences de l'éduc et puis que c'était un concept central de ce qu'on faisait et puis je me suis rendu compte qu'en fait je comprenais strictement rien à ce qui se passait. Et en fait, ce que j'ai fini par comprendre, c'était que l'altérité permettait l'altération, c'est-à-dire le changement. C'est-à-dire que tu peux pas changer si tu n'es pas touché par l'altérité. C'est l'altérité qui te rend autre. Et la distinction, c'est qu'on a tendance à penser que l'altération, au sens conceptuel du terme, c'est quelque chose de péjoratif. Quand on parle d'un bâtiment qui a été altéré, ça veut dire qu'il a été abîmé. Et donc, quand on vit l'altération comme le sentiment d'être abîmé dans son unicité, dans sa vérité, dans sa pureté, dans son mythe de la pureté de soi, on vit le rapport à l'autre comme quelque chose de potentiellement dangereux et menaçant. Et donc, soit on va vers l'individualisme, c'est-à-dire cette espèce de mythe de l'indépendance. J'ai besoin de personne, personne ne me touche. Et, et donc on essaie de se protéger de l'altération comme ça. Ou alors on va dans l'extrême inverse, on fait du communautarisme, on est entre soi. Tous les gens autour de moi ils sont tous pareils et comme ça je ne risque pas d'être menacé par l'altérité. Et le souci c'est que la dynamique existentielle, la dynamique de changement intérieur, qui fait que tu te sens vivant, qui fait que tu peux être habité et créateur, implique de faire rentrer un peu d'altérité dans sa tête. Et du coup, plus on va se polariser d'un côté, c'est-à-dire du côté de l'individualisme absolu, soit du côté du communautarisme absolu, dans les deux cas, tu te coupes de l'altérité, donc tu te coupes de ton propre processus existentiel. Voilà. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça d'abord et ensuite à essayer de l'appliquer, c'est-à-dire de l'incorporer dans ma vision du monde et dans ma capacité à être accepter d'être relié aux autres. En fait, Mmh. pendant très longtemps, moi j'ai eu un faux self. Le faux self, c'est une vitre, c'est un personnage opaque, figé, qui sert à s'isoler du monde. Donc c'est une comment dire
C'est une façon d'aller vers l'individualité absolue, c'est-à-dire que je suis ça, je ne bouge pas, il y a rien qui me fait, rien ne me touche, et le monde est derrière une vitre. Donc après, on dit ah, j'étouffe, je me sens mal. Oui, c'est sûr. Quand il y a plus d'air dans la bulle, ben on se sent mal. Et c'est difficile de se rendre compte qu'en fait, on s'enferme tout seul. Et c'est une façon de manifester sa peur de l'autre et son incapacité à coexister avec l'autre. Voilà. Et sortir du faux self, ou sortir de n'importe quoi en fait, de n'importe quelle situation enfermante et aliénante, c'est accepter l'idée d'être touché par de l'autre avec un grand A. Voilà. Je sais pas si c'est comme ça que tu conçois l'altération et l'altérité, quoi. Justement, c'est drôle parce que j'avais jamais pensé l'altération. C'est vrai que ce mot-là, altérer, il est plutôt négatif dans l'idée qu'on s'en fait. Et ça me remet le nez en fait sur le plan que je n'ai pas rappelé. Pour ceux qui regardent ces entretiens, ces rendez-vous pour la première fois, j'aimerais juste rajouter que j'ai symbolisé 3 étapes qui sont perfectibles, mais qui nous permettent de discuter surtout de la troisième. La première, en fait, c'est celle justement où peut-être se produit ce faux self, se forge ce faux self, puisqu'il y a un sentiment de décalage très fort, lié à une impression justement de ne pas pouvoir de ne pas se connaître, de pas connaître les autres, de pas pouvoir entrer en interaction avec eux, de se sentir extraterrestre, fou et seul, désespérément seul. Et la deuxième étape, je la pensais comme celle où on va découvrir sa spécificité, on va tomber sur une étiquette qu'on va se coller sur le front pour quelque temps, qui va nous soulager de ce décalage et de cette solitude, surtout puisqu'on se rend compte qu'on est extraterrestre d'une certaine façon. Donc là, en l'occurrence, c'est avec la douance que l'on a en commun, toi et moi, d'avoir pu se découvrir, du moins temporairement, avec cette étiquette-là, qui a été pour ma part salvatrice. Je sais pas pour toi, peut-être tu nous en parleras. Et la troisième étape, c'est celle justement dont on parlait tout à l'heure, finalement, celle où la colère ou le décalage, où l'étiquette ne sont plus des nécessités. C'est le moment où on cesse d'avoir besoin de se protéger des autres. Et donc c'est là où ça rejoint ce que tu disais à l'instant, c'est-à-dire que c'est très important ça. Dans ma vision du monde, et j'ai l'impression dans la tienne, l'autre n'est pas une menace, n'est plus une menace. Et ça, c'est un sacré pas en avant quand on arrive à faire ça. Est-ce que tu peux nous en parler pour toi? Alors, je suis tout à fait d'accord avec le fait que le moment où tu peux sortir de l'étiquette et où tu peux transformer ce que tu as vécu en quelque chose d'utile d'utile et de pertinent et pour toi et pour la communauté, la collectivité, ça implique à un moment donné de ne plus voir l'autre comme une menace, mais comme pas forcément comme une ressource non plus, mais comme le miroir de ton humanité et une occasion de te poser des questions nouvelles, d'avoir un autre regard, de te décaler de tes allants de soi, et du coup toute situation peut devenir intéressante et stimulante, et toute interaction peut l'être. Et c'est vrai que avant d'avoir accès à ce genre de positionnement, j'étais dans l'incapacité totale de penser comme ça. C'est-à-dire que l'autre était pas forcément une menace, mais il était incompréhensible, et le seul moyen d'accéder à une forme d'interaction, c'était de jouer mon petit personnage, mais puis ça marche pour quel que soit le personnage. Et on est dans la commedia dell'arte, c'est-à-dire que les rôles sont distribués à l'avance, et puis toi, tu as le tien, et tu ne peux jouer que celui-là. Et dans la commedia dell'arte, tu peux inventer toutes les histoires de la Terre, mais Colombine reste Colombine, Harlequin reste Harlequin, Pantalone reste Pantalone. Tu peux pas faire varier les personnages. Tu es obligé d'inventer les histoires avec les personnages qui sont disponibles. Et c'est en ça que c'est un piège et que c'est terriblement aliénant, c'est que tu deviens acteur de l'histoire des autres. Tu n'es jamais auteur de l'histoire parce que tu ne peux pas choisir le visage que tu montres au monde. Et parce que tu ne peux pas choisir le visage que tu montres au monde, l'autre, tu peux pas t'adapter à lui. Donc il est potentiellement dangereux parce que tu n'as pas la ressource pour pouvoir inventer un nouveau jeu avec lui, un jeu qui est inédit. Tu es obligé de lui parler depuis ta petite aliénation à toi. Donc tu es extrêmement limité dans les possibilités.
Et quand tu es limité dans les possibilités, si l'autre en face il joue pas à la partition prévue, tu sais pas quoi faire, tu sais pas quoi dire, c'est hyper anxiogène. Puis il fait chier quand même de pas jouer le jeu qui était prévu d'avance. Donc ça génère de l'agacement, de tout un tas d'émotions négatives parce que il nous renvoie à notre incapacité à bouger. Il nous renvoie à notre propre limite, notre propre impuissance. C'est insupportable. Et heureusement qu'on peut bouger de là. Et tu me demandais tout à l'heure comment j'ai vécu le changement dans le rapport à l'autre. Eh bien, parce que je me suis autorisée à changer de place, j'ai pu autoriser les autres à changer de place aussi. Et tant que j'étais coincée là où j'étais, soit les autres pouvaient jouer au même jeu, au jeu qui était prévu d'avance, soit je savais pas quoi leur dire et quoi faire avec eux, et c'était terrible parce que ma petite névrose à moi, c'est de pas comprendre, et je comprenais rien. Donc ça a augmenté le désir de contrôle. Donc en sortant de ça, eh bien, plus j'étais capable de bouger moi, et plus j'étais capable d'accompagner les autres dans leur processus de changement à eux. Voilà. Et c'était d'autant plus intéressant, stimulant, et du coup on peut jouer à tous les jeux de la Terre. Entièrement d'accord avec toi. Tu parlais de stimulation, je suis très, très en accord aussi avec ce mot-là. En fait, quand on croise quelqu'un, on est stimulé en soi à un endroit précis de sa subjectivité, et ça nous permet de nous rencontrer potentiellement à cet endroit qui est stimulé. Et donc, en devenant soi-même le protagoniste, l'auteur de sa propre vie, en fait, on peut, alors je pense qu'il y a eu des versions alternatives à ça, mais une belle version, c'est celle où, en se proposant soi-même d'être le protagoniste de son histoire, on laisse aussi la liberté aux autres d'être leur protagoniste dans leur propre histoire. Et là-dedans, il y a quelque chose en fait de très naturel qui prend place, qu'on n'avait jamais pu anticiper, parce que aussi dans ce que tu m'échangeais tout à l'heure, il y a cette distinction entre ce qu'on arrive à comprendre et finalement ce qui infuse. Moi, j'ai l'impression, je sais pas si c'est le propre de tous les HP, pour moi, c'est pas vraiment une spécificité HP, mais peut-être que ça peut en être une et parler aux gens qui nous écoutent. En fait, j'ai l'impression d'être une machine à café avec beaucoup de grains, et de temps en temps, Mmh. il y a une petite goutte qui fait plof et ça fait wouah comme ça, mais il y a eu besoin de tellement de kilos de café avant pour que ça Ouais. infuse 2-3 gouttes, que du coup, j'aime charger ma machine avec plein de grains, mais je sais bien qu'il y a toujours un temps de latence entre le moment où j'ai mis le grain et le Mmh. moment où il va infuser, même des fois très grand, finalement. Mmh. Donc ces 2 étapes-là aussi, elles sont intéressantes parce que des fois, on a l'impression qu'on a compris et que c'est bon. On peut se saisir de la chose, l'incarner et être juste. Et après, il y a une prise de conscience qui va faire que non, on va revenir un petit peu dans nos petits souliers et on va voir que maintenant, ça y est, oui, il y a quelque chose de plus calme. Bon, super Mmh. intéressant tout ça, merci. Merci beaucoup. Justement, D'accord. j'évoquais les étapes juste avant. Donc, Mmh. dans mon étape 1 à moi, que j'ai vécu en distance par rapport au monde, beaucoup en observateur, justement avec un grand, grand mur de silence plutôt. Ce qui fait que je me rattrape en ce moment, je sais pas si tu as remarqué. Euh, j'ai longtemps cru que être, c'était pas compatible avec faire. Et je me suis longtemps senti comme un observateur, et pour conserver une sorte d'intégrité et de perfection, je ne pouvais pas sortir de cette posture. Et donc agir, pour moi, c'était le synonyme de se corrompre, de faire partie du jeu, parce que je perdais la perfection dont je faisais partie en étant dans le conceptuel, dans le théorique. Est-ce que, selon toi, bah, comment être et faire en même temps? Parce que je trouve que c'est une super question, c'est-à-dire qu'en ce moment, moi, je me permets d'être et de faire, et je saurais pas expliquer pourquoi je me l'autorise, mais en même temps, c'est un tel plaisir que je le souhaite à tous ceux qui nous écoutent de trouver cet équilibre entre les 2. Comment tu nous expliquerais, toi, être et faire en même temps? En fait, pour moi, il manque un concept pour euh, pour comprendre comment ça se joue. Il y a faire, c'est-à-dire être dans l'acte, être, et il y a exister. Et ce que tu me décris, c'est-à-dire la capacité à faire et être en même temps, c'est-à-dire que tu arrives à habiter tes actes, à leur donner du sens, à faire en sorte que ces actes soient reliés à d'autres personnes,
depuis une posture qui est soit ta posture de praticien, soit ta posture de comédien. Il me semble bien que tu fais du théâtre. Ça veut dire que tu t'es plus ni dans le faire ni dans l'être, tu es dans l'existence, c'est-à-dire que tu es en train d'habiter une place symbolique à l'intérieur d'un système en donnant du sens à tes actes. Eh ben, je pense pas qu'il y ait de dualité entre être et faire. Il y a un moyen de se nourrir de l'être et faire passer ça à travers les actes de telle sorte que ça te permette d'habiter une place symbolique à l'intérieur de la cité et de donner du sens à ce que tu fais et de telle sorte que ça ait du sens pour d'autres aussi. Voilà. Et donc cette dualité-là, je pense que elle crée du paradoxe qui n'a pas lieu d'être. Et que le but du jeu, c'est c'est d'aller au-delà et de sortir de la définition qu'on a de soi-même, qu'on peut appeler être, hein, et de s'en servir comme matériau pour créer quelque chose dans un autre espace et qui va au-delà de ta personne. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Si, c'est super clair. Moi, l'image qui me viendrait, c'est celle de la marche, évidemment, une suite de chutes rattrapées. Donc, en fait, c'est accepter de prendre des risques en étant soi, avec tout l'imprévisible que ça revêt finalement. Donc, oui, ce concept d'exister est très précieux, effectivement. Je l'avais pas formulé comme ça, parce qu'en fait, je te livrais un témoignage de celui que j'ai été en étape 1, qui n'avait pas cette notion-là, qui croyait qu'exister, c'était simplement se lever le matin. Et se coucher le soir, et qui voyait pas comment se saisir de la dimension que tu décris là à l'instant. Elle m'était pas visible en fait cette dimension-là. Donc voilà, j'espère que ça sera parlant aussi pour les autres, mais ça l'est beaucoup pour celui que j'ai été pendant très longtemps. Donc merci pour lui. J'ai cru comprendre que tu mettais en lien l'accès à sa propre énergie, à sa créativité, comme un indicateur de sa présence à soi. Est-ce que tu peux nous parler de ça aussi? Alors, j'utiliserai pas les mêmes mots que toi, mais je pense que on est créateur quand on est dans le vrai self par opposition au faux self. C'est-à-dire que tous les gens qui sont prisonniers d'un masque parlent de retrouver leur vrai moi comme s'il y avait un vrai visage sous le masque et qu'il s'agissait de l'arracher. Et le problème, c'est que c'est une espèce de quête mal foutue et mal posée et perdue d'avance. Il n'y a pas de vrai visage sous le masque. C'est très très dur de l'admettre quand on a passé sa vie enfermé derrière un personnage de la commedia dell'arte et puis qu'on comprend qu'en fait derrière il y a pas une vraie identité à retrouver, à révéler au monde. On est bien emmerdé. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? Winnicott nous explique que Winnicott, c'est celui qui a développé le concept du faux self, c'est que le vrai self, c'est pas une vraie identité, c'est notre potentiel de créativité. Et c'est cette énergie qui te permet d'inventer tous les masques que tu veux et qui vont te permettre de jouer à tous les rôles que tu veux avec l'autre et pas d'en avoir qu'un seul. Le piège du faux self, c'est que tu as un seul masque pour jouer pour jouer ta vie. Et tu peux pas faire ça. Tu peux pas jouer toutes les situations d'une vie avec un seul visage. C'est pas possible. Et le but du jeu, c'est de retrouver ton droit à la variation, ton droit à la métamorphose. Voilà. Et c'est une phrase que je trouve très très importante. C'est une phrase de Deleuze. Elle est un petit peu compliquée, donc j'espère que je l'écorche pas trop. Il dit que la lutte pour une subjectivité moderne, c'est-à-dire pour son droit à être sujet, passe par la lutte contre les deux formes d'assujettissement. La première qui consiste à nous normer tous d'après les normes du pouvoir, donc c'est-à-dire on est tous pareils, on est tous des clones. Et de l'autre, c'est de nous individuer une fois pour toutes. C'est-à-dire soit tu es unique, soit tu es conforme à tout le monde. Et en fait, les deux pièges qui t'empêchent de devenir sujet, c'est soit de vouloir te conformer à outrance, soit de vouloir être un individu unique. Dans les deux cas, tu te fais avoir. Dans les deux cas, tu n'as plus droit à la métamorphose, tu n'as plus le droit de jouer à tous les jeux de la Terre, et du coup, tu es coupé de la relation à l'autre.
l'individu, il est tout seul, il est déconnecté, mais il est unique, hein, par contre, hein, tous ceux qui te disent, oui, machin, sois unique, c'est une arnaque, hein. Quand t'es unique, tu es déconnecté du monde, hein. Tu es déconnecté de l'humanité et de l'autre. Mais quand on te pousse à la conformité permanente, parce que il y a cette espèce de double discours permanent, hein, soit unique mais soit conforme, hein, c'est un beau paradoxe qui t'empêche d'être sujet, voilà. Et donc qui t'empêche d'appartenir à la cité. Et chaque fois que t'es piégé quelque part, il faut te demander à quel moment tu es en train de jouer d'un côté ou de l'autre. Voilà. Et je trouve que cette phrase de Deleuze, elle est vraiment essentielle aujourd'hui pour retrouver son droit à être un humain et à échapper au piège de l'individualisme forcené, de l'unicité forcenée et de la normalisation à outrance. Voilà. Super. Bah, moi, ça me donne envie de revenir en fait sur quelque chose qu'on a échangé en off. Je te confiais moi-même avoir un petit peu envie de rigoler quand j'entendais quelqu'un dire moi, je suis entier. C'est Oui. quelque chose qui me paraît vraiment absurde. Mais il y a des gens qui se rassurent avec cette phrase-là, et du coup, ça va dans le sens de ce que tu es en train de décrire, c'est-à-dire il y a il y a un enfermement à pas vouloir être enfermé, et il y a surtout cette peur du vide identitaire. Parce que quand on enlève toutes les pelures de l'oignon, à la fin, il y a plus rien. Et en fait, c'est la peur de ce rien qui nous obsède quelque part, alors que notre fantasme le plus grand serait d'enlever toutes les pelures. Et c'est le travail de toute une vie, donc forcément, on n'y arrivera peut-être jamais. Mais par contre, à chaque fois qu'on en enlève une, qu'est-ce qu'on se sent plus léger, qu'est-ce qu'on se sent plus large aussi, avec une envergure qui devient, qui prend sa place, on se densifie, etc. Donc voilà, j'avais tout ça en tête quand tu me partageais ce que tu viens de nous partager. Et voilà, c'est cette espèce de marche et de danse, en fait, quelque chose qui devient joyeux, naturel. Mais pour ça, il y a à vaincre cette peur du vide identitaire qui est notre fondement presque, qui est notre, enfin pour moi, qui serait une sorte de fondation. On est assis sur du vide. Comment on est Ouais. avec ça? Et ouais, et en même temps, le vide, tu vois, on parlait tout à l'heure d'être créateur. S'il n'y a pas de vide, tu peux rien créer. Et on a Ouais. besoin de ce vide-là. Alors c'est super angoissant, hein, mais le but du jeu, c'est d'apprendre à rendre ce vide, à faire de ce vide un espace libre pour créer quelque chose qui a du sens. Et quand tu le prends comme ça, cet espace de vide, bah, je dis pas que c'est plus confortable, hein, mais c'est habitable. Ça devient habitable. C'est un petit peu comme dans la relation amoureuse, tu sais, quand on veut pas de vide et qu'on est dans la fusion permanente, hein, à un moment donné, on étouffe. On étouffe parce que non seulement on est attaché et donc il n'y a pas d'espace pour jouer, et en plus, comme l'autre n'arrive pas à nous combler de toute façon, il nous renvoie quand même à notre vide. C'est-à-dire qu'on a quand même du vide, mais c'est pas du vide créateur, c'est du vide qui sert à rien, qui ne fait que révéler l'angoisse alors que tu croyais que tu étais enfin, tu vois, enfin libéré de tout risque de manque. Et puis en fait non, c'est terrible de se rendre compte de ça. Et pourquoi je te disais ça? C'est que le vide qu'on trouve aussi dans la relation, c'est-à-dire dans l'espace entre l'autre et soi, permet d'inventer des jeux avec l'autre. Une dimension ludique, en fait, que tu trouves aujourd'hui dans le vide, alors que dans un premier temps, il y a une sorte de répulsion, attraction-répulsion, une fascination avec ce vide-là où on se sent peut-être pas, on sent qu'on dirait qu'on va exploser ou imploser en rentrant en contact avec ce vide-là. Et aujourd'hui, c'est là où tu places la créativité, en fait, dans ce que tu me dis juste avant. Et C'est ça. c'est la rencontre entre l'existence que l'on est et qu'on a choisi de porter haut au niveau des couleurs etc. Et ce qui est dans l'air qui s'apparente à de la créativité aussi, qui va pouvoir en passant par nous prendre notre couleur euh, et, euh, et devenir quelque chose de créateur et de créatif à l'endroit où personne n'aurait posé la même chose que nous presque finalement. Mmh. Pas exactement en tout cas. Exactement, mais c'est ça, Mm. inventer sa place. C'est te mettre là où tu peux créer quelque chose que tu es le seul à pouvoir créer, mais qui permet de faire sens pour toi et pour l'autre. Mm. Et là, Super. ça commence à devenir beau, là. Là, tu Bah commences ouais, à savoir carrément. pourquoi tu te lèves le matin. Mm, mm. Ouais, ouais, il y a vraiment Mm. quelque chose de fort dans le fait que ça soit ludique. Et puis je crois que voilà, dans
l'énergie qu'on dégage chacun là en ce moment. On sent que c'est ludique aussi pour nous de participer à ce rendez-vous et que du coup ça fait partie des messages qui sont du non-verbal mais qui sont aussi importants que le reste en fait finalement. Les mots s'ils sont véhiculés avec une intention un petit peu morne, on se rend vite compte de, du fait que bon ça nous atteint pas de la même façon de toute façon. Donc ouais déjà merci pour ton savoir du coup et tes apports théoriques nombreux. Et puis aussi pour la façon dont tu les transmets, dont tu nous les donnes à voir en fait, puisque on sent que c'est quelqu'un qui est en train de parler de quelque chose qui est vivant pour lui, ça fait plaisir. Ouais, c'est le but en Je tout te cas de toute remercie. façon. Le but c'était d'avoir des invités avec cette lumière-là de plein de manières différentes puisque c'est la leur, mais la lumière de attends, je vais te dire un truc, ça va être trop bien. Donc voilà. En gros, c'est ça qui est chouette. Être dans le monde sans fusionner avec lui Mhm. suppose des limites. Parvenir à être soi sans sacrifier les autres et à être avec les autres sans se sacrifier soi, est-ce que c'est ça aussi réhumaniser son extraterrestre? Mais complètement, complètement. Alors, je vais te dire comment j'ai réussi moi à passer de extraterrestre à être humain. Il a fallu revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai vraiment de commun avec le reste de l'humanité. J'avais du mal à trouver, hein, mais j'ai fini par trouver quand même. Et je suis vraiment retournée aux bases, tu vois, de la définition d'un être humain. C'est quelqu'un qui essaie de faire des trucs en attendant de mourir. Voilà. Et donc, est-ce que je porte ça en moi? Oui. Donc, j'ai comment dire, le critère philosophique de base qui colle à tout le reste de l'humanité, je l'ai. Donc si je l'ai, je peux pas être autre chose qu'un être humain. Ça veut dire que j'essaie d'être créatrice de quelque chose et de m'émanciper de quelque chose et de donner du sens à ce que je fais pour contourner ou transcender mon angoisse de mourir. Ok, ça c'est ce que j'ai en commun avec le reste de l'humanité. Ça permet de me relier là où je pensais n'avoir aucune capacité de reliance à l'autre. Et en même temps, être un humain, c'est pas juste trouver ce qui nous permet d'être conforme au reste de l'humanité, c'est aussi de trouver ce qui nous singularise. Et donc, tu disais tout à l'heure, fusionner ou être tout seul, c'est-à-dire se normer à outrance ou être un individu déconnecté. En fait, ce qui permet d'échapper à ce paradoxe-là, à ce piège-là, c'est d'assumer d'être relié et singulier en même temps. C'est-à-dire que tu sais que tu portes en toi les mêmes enjeux, les mêmes considérations que le reste de l'humanité, même si ça s'exprime pas de la même manière, même si en tant que HP, tes considérations à toi, elles sont formulées de façon alambiquée, avec des mots compliqués, n'empêche que tu as peur de mourir pareil que les autres. Et nous, et moi la première, hein, je calme mon angoisse de mourir en achetant des bouquins, puis d'autres calment leur angoisse de mourir en regardant leurs posters de Johnny partout sur les murs. N'empêche que on est en train de jouer au même jeu. Hein. Sauf que y a un jeu qui est un peu plus socialement valorisé que l'autre. Et puis dans les mauvais reportages de la TNT, on se moque vaillamment des fans de Johnny et des fans de Claude François. N'empêche que ils sont en train d'exprimer leur désir de contrôle, leur désir d'être rassurés dans un petit univers qui les empêche d'avoir peur de mourir. Et puis nous, on fait pareil en fait, mais on fait ça autrement. Et en fait, on croit qu'on est déconnecté, alors qu'en réalité, on est en train d'exprimer exactement les mêmes enjeux d'une façon un peu plus complexe peut-être, avec on exprime nos angoisses existentielles avec du vocabulaire plus soutenu. N'empêche que on est toujours en train de questionner notre rapport à la norme, notre rapport à l'image, notre rapport au savoir, notre rapport à l'autre, et on est toujours en train de tourner autour des mêmes comment dire, des mêmes nœuds, des mêmes tensions. Alors, pourquoi je disais ça? Donc voilà, c'était pour sortir de ce paradoxe-là entre normativité et individualisme. Il s'agit de revenir là où on porte en soi les mêmes paramètres, hein, les mêmes enjeux que le reste de l'humanité,
et, et trouver une façon de l'exprimer de façon singulière. C'est-à-dire pas unique, hein, singulière. Voilà. Ben, revenir dans la relation à l'autre, c'est jouer à ça. Et c'est sortir des deux extrêmes. Et quand on arrive à être et relié et singulier, on est dans le monde, on est dans la cité et on peut construire. On peut construire quelque chose avec. Eh ben, c'est très parlant tout ça. Vraiment, je pense que ça va aller droit au cœur des gens qui nous regarderont, parce que il y a quelque chose sur lequel on peut perdre beaucoup de temps. En fait, c'est la binarité, c'est soit ça, soit ça, et on peut faire péter beaucoup de murs rien qu'en acceptant que des choses contradictoires puissent coexister, en se disant que on constate des choses de cet ordre tous les jours. En fait, finalement, on est soumis à des contradictions qui sont pourtant vraies chacune. Et c'est vrai que danser avec ces contradictions dans la vie, accepter ces contradictions sans vouloir les maîtriser et en faire gagner une sur le dos de l'autre, on est quand même sur quelque chose de vachement plus souple et de beaucoup plus vivant. Et comme tu le dis, en fait, voilà, rentrer dans l'existence, c'est accepter aussi cette double vérité qui, pour autant, notre cerveau il mouline et tout, mais il n'y a pas que notre cerveau dans la vie. C'est aussi ça qu'il faut se rappeler de temps en temps. Et il y a quelque chose que tu as évoqué qui me faisait penser à sur ton site internet, j'ai vu l'expression faire œuvre de sa vie. Et là, je voyais que ça faisait écho ce que tu nous partageais juste avant avec cette notion-là de faire œuvre de sa vie, puisque c'est presque comment dire, il y avait quelque chose d'à la fois ça aurait pu être plombant de dire en attendant de mourir, on va essayer de faire des choses rigolotes. Euh, mais le côté œuvre, il y a quelque chose d'essentiel et en même temps de pas obligatoire. Euh, L'œuvre, c'est quelque chose qui est essentiel parce qu'on en a besoin et en même temps, il y a toujours cette notion de c'est du luxe un peu parce que c'est en plus de la vie. Mais c'est ça finalement sur quoi on peut danser, c'est-à-dire être un être humain, c'est faire partie de la vie de façon basique avec les besoins qu'on a tous et rajouter cette petite étincelle en plus de créativité qui fait que l'œuvre se dessine et peu importe si elle va rester ou pas et combien de personnes elle va toucher, il y a quand même quelque chose de très beau là-dedans. Bon bref, voilà, c'est mes digressions habituelles. Mais c'est ça l'existence. Tu vois, c'est que faire œuvre, ça veut pas forcément dire que tu vas faire un truc qui va survivre à ta mort et impacter l'histoire. Et pourquoi pas, hein, mais c'est pas seulement ça. C'est aussi c'est sortir de là où tu es enfermé à travers un projet qui te dépasse et qui te permet d'habiter ta place dans la cité. C'est ça faire œuvre. Hein. Et le boulanger, tous les jours, il fait œuvre. Il crée quelque chose qui contribue au bien commun. Du moment qu'il le fait en étant habité par ce qu'il fait. Hein. Je ne parle pas de ceux qui décongèlent des baguettes à la chaîne. Hein. Je te parle de quelqu'un qui est habité par sa pratique. Et même s'il la renouvelle tous les jours et même si il refait les mêmes gestes pendant 40 ans, il est quand même en train de faire œuvre. Parce que au moment où il fait ça, il est en train de sortir de lui-même pour faire quelque chose qui contribue à plus grand que lui. Et c'est beau d'arriver à faire ça. Et je pense qu'on peut tous, à travers nos choix et notre volonté de vivre notre processus d'émancipation, notre processus existentiel, on peut tous arriver à faire ça. Et je trouve ça beau. Et j'aime contribuer à ça dans mon métier. Tu vois, c'est ce qui se passe quand je bosse avec quelqu'un et en général, il arrive avec un problème, c'est-à-dire un truc qui le confronte à son manque et à sa difficulté, à son impuissance. Et si on arrive à bien bosser ensemble, il repart avec une place construite, une posture habitée, un projet qui fait sens et le problème de départ, il l'a complètement oublié parce que c'était insignifiant en vérité. C'était le symptôme d'un enjeu existentiel qui n'arrivait plus à bouger. Et le but du boulot qu'on fait ensemble, c'était de remettre du mouvement là-dedans et de faire en sorte que la personne assume d'être dans l'existence. Voilà. Et ben c'est super beau. Bah ouais, voilà, tu vois, on se rejoint là-dessus. Ce que tu évoquais juste maintenant et juste avant, c'est vrai que réhumaniser son extraterrestre, le fait que tu évoques les fans de Johnny,
Évidemment, c'est des exemples qui sont très précis et qui sont très caricaturaux parce que caricaturés justement par la télé, comme tu le disais toi-même Mmh, tout à l'heure aussi. mmh, Mais il y a quelque chose de beau de temps en temps, vraiment à abattre les murs derrière lesquels on se planque avec des mots compliqués, avec des raisonnements alambiqués, avec des questions existentielles brûlantes, pour revenir mmh, un tout petit peu dans ses pompes, pour dire bon bah ouais, voilà, à un endroit je fais la même chose qu'eux, en essayant que ce soit stylé à ma façon, mais en fait le boulanger, ça. son savoir-faire justement, il est Mmh, ancestral, il est mmh, investi, pour ceux qui le font justement de manière un petit peu artisanale. Il y a quelque chose de très puissant dans l'artisanat qui nécessite pas un cerveau en ébullition. Et mmh, on va tomber le cul par terre devant quelque chose qui va être fait par quelqu'un qui n'a pas utilisé vraiment son cerveau plus que ça, qui a juste écouté un petit peu le flux de la vie à l'intérieur de lui, qui a laissé ses mains agir. Et bon voilà, je trouve ça super chouette qu'on puisse échanger mmh, là-dessus avec cette thématique de mmh, base. Je trouve ça hyper raccord et cohérent. Donc merci. mmh. Oser être soi, c'est aussi accepter d'être dissonant. Et j'insiste là-dessus, on l'a déjà peut-être un petit peu évoqué, mais il y a la notion de casser la continuité de l'image qu'on donne à voir, donc ça revient un petit peu au faux self qu'on a dit tout à l'heure. De toute façon, on va Oui. essayer aussi de l'aborder un petit peu plus profondément ce sujet-là aussi, puisque tu as beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Heu, Ne plus avoir peur d'être démasqué, c'est aussi ça, assumer son extraterrestre. Et il me semble que tu auras des choses à apporter là-dessus sur accepter d'être dissonant, vu qu'il y a énormément de gens qui nous écoutent, qui, j'en suis sûr, si je leur dis en fait ce que vous voulez dans la vie c'est être irréprochable, ils vont me dire oui. Et là, Mmh. casser cette envie d'être irréprochable à tout prix, c'est accepter d'être dissonant. Et là, il y a une brèche de vie là que Ouais. j'aimerais peut-être que tu C'est développes. ça, c'est le mythe de l'individu, ça. C'est de croire que tu as une essence, elle est pure, elle est inaltérable, tu vois, puisqu'on reprend le sens. Mmh. L'autre ne peut pas altérer mon être magnifique et glorieux, et je n'ai qu'à le révéler au monde pour que tout roule. Et puis, du moment que je suis en accord avec mon moi, je suis congruent. C'est les gens qui te disent je suis entier, je suis moi. Tu as tout un tas de pratiques d'accompagnement, pardon, de coaching. Je fais une distinction entre les deux. De coaching qui te disent que ils vont t'aider à trouver ton vrai toi et qu'à partir de ce moment-là, tu n'as plus de conflit intérieur, tu n'as plus de Seigneur Dieu, on dirait un coma intellectuel. C'est-à-dire que quand tu me dis qu'il faut accepter la dissonance, dans mon jargon, on dit assumer le conflit, c'est-à-dire assumer qu'un être humain, ce n'est jamais congruent, ce n'est jamais en harmonie, c'est toujours en conflit avec le social, c'est toujours en conflit avec son inconscient, c'est toujours en conflit avec ses représentations sociales, c'est toujours manquant, et puis il faut faire avec. Et c'est ce fameux manque et ce fameux vide qui fait que tu deviens créateur et qui fait que tu es en mouvement. Et mon prof, que j'aimais beaucoup, disait être en harmonie, c'est du commun intellectuel. C'est pour c'est pour les gens qui supportent pas le conflit et qui ont tellement peur du conflit que ils vont utiliser tout un tas de pratiques pour essayer d'éteindre en eux cette tension parce qu'ils ne savent pas comment transformer cette tension en ressources créatives. La tension, c'est ce qui te fait avancer. C'est l'enjeu, c'est de la problématique qui te meut. Et quand tu essaies d'éteindre ça, ben tu rentres dans ce truc d'individualisme, c'est-à-dire que tu es tout seul, tu es enfermé en toi et tu bouges pas. Et tu bouges pas parce que tu as fait tout ce qu'il fallait pour que ton ta dynamique intérieure ne soit plus stimulable et que l'autre, l'altération de l'autre ne puisse plus venir chatouiller là où c'est pas congruent. Mmh. Voilà. Et en Bah, fait, ce discours-là, c'est une arnaque. Enfin, c'est une arnaque, c'est anti-humaniste. C'est un discours qui n'est pas, qui ne respecte pas ce qu'est un être humain dans sa dynamique de changement permanent. Voilà. Et on le paye, je trouve qu'on le paye cher quand on croit un peu trop longtemps à ce discours-là. C'est plaisant hein, de croire qu'on va échapper au conflit intérieur, qu'on va enfin être soi-même et révéler son.
Ouais, c'est une belle course sans fin. Et quand on a bien fini de courir après ça, en général, on est épuisé et on comprend pas pourquoi. Et moi, je reçois beaucoup de clients qui ont cru à ça et qui viennent me voir en me disant ça marche pas, j'y arrive pas, je suis pas conforme, normez-moi, qu'est-ce qui va pas, En fait, ils vont très bien, ils vont pas bien, mais ils n'ont pas réussi à éteindre ce qui faisait leur humanité, ce qui est plutôt bon signe. Sauf qu'il faut qu'ils apprennent à, euh, à l'assumer, à en faire quelque chose de créatif et d'élégant, au lieu de vouloir l'étouffer dans l'espoir toujours déçu d'être enfin soi-même. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. J'ai tendance à avoir cette image, tu sais, où il y a un axe de symétrie là comme ça, et en fait, Mmh. quand on veut éteindre les choses qui vont dans le négatif, c'est-à-dire si par exemple on a peur de la tristesse qui va jusqu'à -60 sur notre Mmh. échelle, on éteint Oui, aussi la joie qui va à +60 en même temps. C'est obligatoire, c'est oui. mathématique, il y a un truc comme ça. Mmh. Donc c'est obligatoire de mon point de vue, c'est comme ça que je le ressens. Je vais Mmh. pas l'imposer à tout le monde, mais je le sens. C'est un truc quand on justement on regarde que d'un côté de la courbe, on se rend pas compte qu'en éteignant notre peine, notre douleur d'être nous-mêmes et de pas savoir jusqu'où on va aller et qu'est-ce qu'on va faire et Mmh. c'est incertain, c'est pas maîtrisable et c'est un vide infini, etc. Euh, Quand on veut éteindre la douleur de ça, on éteint aussi toute la joie à l'être, finalement. Il y a quelque chose de Mmh. mathématiquement imparable qui se manifeste, à mon sens. Mmh. Je suis d'accord. Je suis moins qualifiée pour parler des émotions. C'est pas OK. mon domaine de prédilection. Du coup, je sais pas très bien quoi répondre, mais je suis dans l'absolu, je suis d'accord en tant qu'être humain plus qu'en tant que professionnel parce que Eh ben c'est pas super, mon j'ai invité les c'est 2 pas ce mon rayon. soir. J'ai invité les 2 en une. Je me suis dit: «Ouais, ouais, Super. on va parler à l'humaine et à la praticienne en même temps». Ouf. Est-ce que tu peux est-ce que tu peux nous parler de la différence qu'il existe selon toi entre le lien et la relation? Il me semble que tu fais la distinction entre les 2, mais j'aimerais bien que tu m'en dises plus. Alors, quand tu mets les informations en lien, tu es dans le contrôle. C'est-à-dire que tu es dans un modèle de pensée où il y a, y, a, y a toujours la possibilité de faire des liens entre les choses. Et tu as en face de toi, tu as des objets. Ce sont les objets qui sont en lien. Quand tu rentres dans un autre système de pensée, un système de pensée plus vivant, moins contrôlant, hein, là où tu vas trouver la pensée complexe, la pensée humaniste, tout ce qui échappe à, à, à l'objectivation de ce que tu regardes, tu rentres dans quelque chose qui bouge et donc les choses sont en relation, c'est-à-dire qu'il y a aussi des ponts, hein, mais ce pont il bouge tout le temps. Et si la pensée humaniste se pense à l'intérieur du système vivant où il y a des relations, c'est pas pour rien, c'est parce que les humains ne sont pas des objets. C'est pas pour rien si je fais cette distinction-là. C'est-à-dire que si on sort de l'épistémologie et qu'on rentre dans le système des relations humaines, à partir du moment où les gens sont en lien, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus bouger. Le lien, ça attache, ça entrave, ça fait de toi un objet, c'est-à-dire un humain qui n'a pas le droit de bouger. Et donc les gens qui me disent mais moi je suis en lien fort, oui, ben on va apprendre à être en relation, ça ira mieux. C'est-à-dire que la relation, elle permet de bouger comme ça, elle permet de réinventer les choses, de changer le jeu qui est en train de se faire entre les sujets. Alors que dans le lien, ben on bouge pas. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des relations toxiques où tu deviens objet de l'autre. Ben, c'est parce qu'en fait c'est du lien, c'est pas de la relation. D'ailleurs, tu n'as pas le droit de bouger quand tu es en face de quelqu'un qui est toxique. Tu dois rester là où ça l'arrange. Et c'est ce qui fait que tu deviens un objet. Et donc, la distinction entre le lien et la relation, c'est que premièrement, le lien, ça attache les objets entre eux, alors que la relation, c'est, c'est un jeu mouvant entre sujets qui peuvent bouger. La différence fondamentale entre les deux, c'est que tu peux pas être en lien quand tu es un sujet. Si tu es Mmh. en lien, ton boulot, c'est de t'émanciper de ce lien et de le transformer en relation. Et quand tu fais ça, tu t'émancipes et tu deviens d'autant plus sujet.
il peut y avoir lien ou alors il peut y avoir rien. C'est-à-dire que le lien, ça attache, ou alors tu coupes le lien et tu abandonnes l'autre. Et en fait, ça crée une espèce de paradoxe là, plus chez les gens qui sont soit ils t'aiment, soit ils te détestent, mais ils peuvent pas juste coexister avec toi. Tu vois, soit ils sont en fusion, soit ils t'abandonnent. Et il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça. Et ben en fait, ce sont des gens qui ne savent pas être en relation, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être dans cet entre-deux, entre le lien et l'abandon, et être dans cette espèce de jeu mouvant où on peut ajuster la distance, on peut s'impliquer, on peut se distancer, mais sans fusionner, sans être attaché et sans abandonner et couper le lien. Voilà. Ok. Bah, très parlant, ça nous ramène à la notion d'altérité qu'on a évoquée plus tôt. Parce que vraiment, cette notion-là, j'ai l'impression que souvent, elle est... C'est comme si on pensait la connaître, la maîtriser, mais si on regarde bien à cet endroit-là, si on y porte de l'attention régulièrement, on voit que ça change tout le temps, ça. On a de plus en plus accès à l'altérité au fur et à mesure. Je crois qu'on vieillit aussi. J'ai relevé en lisant, en parcourant ton travail d'ailleurs qui est très intéressant et que je rappellerai à la fin, que bah, évidemment dans la description on pourra retrouver le lien qui mène à ton site, à ta chaîne YouTube et aux écrits que tu m'as fait passer et que bah, j'ai pu parcourir. Et j'ai joué à relever certaines citations. Je me disais que ça pourrait être des bases en fait pour toi pour développer parce que je les ai trouvées percutantes. Ouais. Et j'en ai relevé 3, hein, donc ça va pas être D'accord. ça va pas être un moment fleuve, mais j'ai trouvé voilà que c'était vraiment très bien écrit, que on sent que tu mets du soin au choix des mots et à comment tu te positionnes, etc. Je sens qu'il y a un plaisir aussi à l'écriture. Tout à l'heure je disais poète à ses heures parce que dans tes vidéos, il arrive qu'il y ait des moments poésie aussi en conclusion Ouais. de vidéos. Donc je te cite dans le texte. Ceux Oui. qui croient au développement personnel pensent qu'ils peuvent transcender cet être si imparfait en montant à une échelle. Les autres prennent un autre chemin pour changer en acceptant l'idée que leur être est une illusion, qu'ils n'ont pas d'essence, et que changer, c'est déconstruire ce qu'ils croyaient pour construire autre chose à coup d'esprit critique et de création de sens. Voilà, là c'est musclé déjà. Est-ce que tu pourrais rebondir sur toi-même, du coup? Ouais. En fait, j'explique souvent ça parce que dès que tu es coach, les gens pensent que tu fais du développement personnel. Et moi, je ne fais pas du développement personnel. J'ai été formée en sciences de l'éduc, donc ma grille de lecture, c'est les sciences de l'éducation et donc la philosophie du changement des sciences de l'éducation. En fait, derrière ce clivage entre l'échelle de l'essence de soi et l'autre chemin qui implique de la déconstruction et de l'esprit critique, c'est basé sur les différents positionnements de la philosophie du sujet. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un être humain. Il y a deux façons de penser l'être humain. Tu peux penser que l'être humain c'est un être, une essence, il est ce qu'il est, et donc si tu crois que tu as une essence, le changement, ça implique de transcender ton essence. Donc il y a une échelle, tu vois, tu es toi, et si tu suis bien les étapes, tu vas atteindre le firmament de la transcendance de toi-même. Et ça, c'est ce qui est véhiculé dans le développement personnel. D'abord, développement personnel, ça implique que tu es une personne et que cette personne se développe. Ça veut dire des choses en termes de philosophie. Hein. Donc, pourquoi pas, hein, tu peux croire à ça. Il y a plein de gens qui croient à ça, libre à eux. Mais il y a une autre façon de penser qui est de considérer qu'un être humain, c'est un construit social plus ou moins mal foutu, souvent mal foutu, et donc qui doit composer avec son construit social imparfait et essayer d'en faire quelque chose et de se frotter à tout ce qui n'est pas lui pour essayer de bouger et de faire son chemin. Et du coup, le changement, ce n'est plus une échelle que tu grimpes et par la transcendance de ton être, c'est un chemin qui s'invente en marchant. Et donc, on n'est pas en 2 dimensions, on est en 3 dimensions. Tu vois, ça monte, ça descend, puis ça tourne. Et donc, le changement n'est pas vécu de la même façon. Quand tu penses que tu as un être et que tu dois te transcender, ça veut dire quand même que le chemin, il est déjà tracé d'avance. Là, tu dois arriver là, et toi, tu es là. Et il y a des étapes. Et donc, tu dois suivre
suivre la méthode en 10 étapes du parfait bonheur. C'est ce qu'on essaie de te vendre un peu partout. Hein. Et bon, libre aux gens qui croient avoir un être qui doit se transcender de faire ça. Pour tous ceux qui pensent que changer, c'est pas seulement ça, il y a une autre façon de penser ce qui est un sujet, et donc de penser le changement. Et là, ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'un guide qui va nous amener au résultat, c'est-à-dire à la transcendance de soi. On a besoin d'un accompagnateur qui va rester à côté de nous pendant qu'on crée notre chemin et qui va stimuler le processus de création de sens. Et c'est pour ça qu'il y a construction, déconstruction. Alors aujourd'hui, déconstruction, il faut faire attention avec ce mot-là parce que il est un peu utilisé partout et très connoté. On va utiliser un autre concept qui est l'allié délié du sens. C'est c'est une autre façon de le dire, c'est-à-dire que le sens que tu as dans ta tête, tu vas le délier et tu vas l'allier autrement. Et c'est comme ça que tu crées du sens et que tu chemines et que tu traces ton chemin à toi. Et ce chemin-là, il n'est pas prévu d'avance. Donc tu peux pas dire quand j'aurai fini, je serai là et je serai bien transcendé, et je serai en harmonie, et je serai congruent et je serai moi et j'aurai plus qu'à vibrer à la bonne vibration de mon nombril dans le monde pour que tout ce que je veux arrive. Voilà. Et c'est ce discours-là qu'on dit beaucoup aujourd'hui, et c'est à mon sens c'est très malheureux. Et de l'autre côté, voilà, tu as cette conception-là du changement qui est de poser un autre sens sur ta façon d'être au monde. Et à partir du moment où tu peux poser un sens nouveau, tu vas changer de regard, tu vas changer de positionnement, tu vas tenter des trucs nouveaux, tu vas apprendre à jouer autrement avec de nouvelles personnes. Il va se passer des choses auxquelles tu t'attendais pas. Et c'est pas transcendant, c'est émancipateur. Et voilà, cette partie est maintenant terminée. J'espère que tu auras la curiosité nécessaire pour aller voir la partie suivante.